Mais moi, ce qui m'importe, c'est ce qu'il y avait de l'ordre de la communauté ouvrière. Moi, j'en viens. Non pas en tant que classe, non pas en tant qu'identité des classes, mais en tant que forme où s'est tissée une expérience commune qui avait aussi à voir avec un adversaire, avec une adversité, et donc qui avait aussi à voir avec les conflits, et avec la lutte, avec des formes de résistance ou de défection, ou de désertion, etc. etc. Non, tout destituer, bon, il y a quelque chose d'un peu maximaliste dans l'idée de tout destituer. Déjà, c'est quoi le tout, hein, c'est quoi un tout qu'il faudrait destituer? Donc non, c'est pas un tout, c'est plutôt, ce que je tente un peu de penser là-dedans, c'est comment on déploie des expériences autour des formes de destitution. Donc destituer, ça veut dire destituer quelque chose qui a été institué. Et les institutions, ce n'est pas une sorte de totalité elle-même parfaite qui se déploie dans sa propre unité. Bon, voilà, donc moi ce qui m'intéresse, c'est la question des processus destituants. Et quand on dit processus destituants, ça veut dire s'attarder aussi, prêter attention à quelles sont les institutions qui quadrillent le monde social. Et je reviendrai sur la question du monde social. Donc voilà, ces institutions sont diverses, ils ont leur propre généalogie, elles ont leur histoire, elles ont leur mode opératoire, ils vectorisent d'une certaine manière des expériences, des formes de vie, etc. Donc bon, moi je viens du monde du soin, et immédiatement je suis ramené vers cette chose-là qui est aujourd'hui en faillite, hein, qui sont les certaines manières d'ordonnancer le social, qui a une histoire, qui est en train d'imploser, hein, qui s'est concrétisé autour de ce qu'on pourrait appeler l'univers pastoral de l'État, les institutions pastorales. Donc les institutions pastorales qui ont pour objet des logiques d'intégration, hein, dans ce qui fait société, et ce qu'on disait Foucault, donc des formes de pouvoir sur la vie, mais des formes de pouvoir sur les formes de vie irrégulières. Sur les formes de vie irrégulières. Et moi, cette question-là de la irrégularité des formes de vie, tout ce qui relève de la souffrance, des formes de déviance, de l'anormalité, etc., m'intéresse éminemment pour tout un tas de raisons dont je reparlerai aussi. Bon voilà, donc c'est pas tout destitué dans une logique de totalisation, qu'il faudrait déjà opérer préalablement, et ça c'est l'opération, à mon avis, qu'on a ratée dans tout un tas d'aventures révolutionnaires, hein. C'est de refaire du tout à partir d'un tout. Donc c'est plutôt des processus destituants, et ça me ramène un peu à une tentative précédente d'un travail qui était fragmenter le monde. Donc c'est une logique de fragmentation à partir de laquelle des formes de vie, des modes d'existence réémergent, se réactualisent et ouvrent à des possibles associations, à des possibles passages, à des itinérances dans ces mondes en ruine dans lesquels on est. Bon. Alors là, du coup, je parlais des mondes en ruine, hein, et je parlais d'effondrement des institutions, ça nous dit quelque chose du paysage dans lequel on est. Moi, je ne prétends pas être un analyste qui proposerait une sorte d'interprétation ajustée de ce qui se passe, mais il est indéniable qu'on est dans un moment un peu de bascule, quoi, qui est un moment de bascule qui passe par des endroits dans lesquels les choses basculent, plein d'endroits différents, dans lesquels les choses basculent, quoi. Voilà, donc, tout destituer, plutôt, partout, mettre en route des processus destituants. Je m'arrête là sur un aspect, je rebondis sur ce que j'ai dit sur les institutions pastorales. Si on est vraiment attentif à ce que je tente de promouvoir, parce que c'est un peu pour moi la seule perspective qui nous est donnée aujourd'hui de faire quelque chose de vivant, la question des attentions, la question de la vulnérabilité, la question des fragilités des modes d'existence, etc., etc. Bon, force est de constater que tout ça, ça avait été capturé par les machines étatiques, par les institutions de soins, l'hôpital, bien entendu, le monde assistentiel, le monde médico-social, bon, tout ça, ça fait partie de notre petit univers occidentais, hein, parce que cette idée d'un état social, d'un état pastoral, c'est pas déroulé de la même manière partout. Mais bon, nous, on part de ça, quoi. Et on part de ça, et tout ça, je prends l'institution canonique de la psychiatrie. Hein, j'en ai une, parce qu'elle est particulièrement intéressante, puisqu'elle a comme objet de prêter une attention particulière à des formes d'expériences irrégulières, anormales,
qui font différence, qui sont source de souffrance pour les gens, etc. Bon, si on prend cette institution-là, voilà, elle est dans un état, c'est un état de ruine. Hein. La psychiatrie secteur, elle est dans un état de ruine. Alors, bon, j'ai travaillé pendant très longtemps dans des institutions, toutes sortes d'institutions, sociales, de soins, etc. L'institution psychiatrique, moi, ce qui m'ennuie aujourd'hui, c'est qu'elle est paradigmatique d'un grand paradoxe, c'est que on est en train de basculer d'un monde qui était ordonnancé selon une tradition étatique qui prenait soin de ses brebis égarées, etc., avec quelque chose dont les principes de gouvernement même, c'est la négligence absolue. C'est-à-dire, on s'en fout qu'il y ait des migrants qui errent dans la rue par milliers, on s'en fout que d'autres se noient dans la mer Méditerranée par milliers aussi, on s'en fout si les fous ils sont plus accueillis à l'hôpital, ils errent aussi dans la rue, on s'en fout de tout un tas de choses, quoi. Bon, c'est un peu cette logique de la négligence qui est un peu au cœur des nouvelles formes de gouvernementalité qui sont en train d'émerger aujourd'hui. Donc voilà, bon, on est là dans un passage abrupt qui, de toute façon, s'est préparé depuis les années 80. Hein. L'offensive néolibérale, elle date d'une bonne quarantaine d'années, quoi, à supposer que la logique libérale n'ait pas été depuis toujours là, de manière consubstantielle à l'État, quoi. Hein. Déjà, Turgot était un promoteur du libéralisme anglais, quoi. Hein. Bon, si on prend cette institution-là, ce qui m'ennuie, donc, je disais, c'était qu'elle est révélatrice de quelque chose qui nous met face à des paradoxes, à des ambiguïtés. L'hôpital, il est en train d'être détruit. Et puis après, il y a une sorte de gauche psychiatrique qui proteste à juste titre contre cette destruction, ces politiques managériales, cette manière de négliger les formes de vie collective, y compris des soignants, qui ferait que ça pourrait tenir tout ça. Et ils le font à juste titre. Il y a des excellentes analyses qui ont été faites de ça. Mais moi, ce qui m'ennuie, c'est la revendication d'une réinstitution. C'est-à-dire, tous ceux qui viendraient aujourd'hui dans une logique néolibérale foutre en l'air ces espaces historiquement structurés, en France d'une manière, en Italie d'une autre, etc. Tout ce qui vient donc agresser cette architecture, ça serait de l'antipsychiatrie, ce qui me semble très problématique, parce que justement, si on fait un travail généalogique, l'antipsychiatrie, dans ses formes diverses, était des moments de mise en difficulté, de résistance contre ces espaces extrêmement disciplinaires qui étaient la psychiatrie asilaire, par exemple, hein, jusqu'à... Voilà, bon, voilà, donc pour moi, il ne s'agit pas de réinstitution, il s'agit plutôt d'approfondir des processus de destitution. Or, les grands paradoxes, c'est d'un côté, tu as des politiques bien pensées de démantèlement de l'hôpital, et de l'autre côté, tu as des nouveaux dispositifs qui apparaissent dans les marges un peu de la psychiatrie, des groupes d'entraide mutuelle, l'introduction des pères aidants, etc., etc. Eh bien, tout ça, ça vient un peu créer une sorte de situation chaotique, de laquelle nous sommes un peu obligés de mettre en perspective à quelque chose. Et là, ça se pose la question de quels héritages nous revendiquons dans cette longue histoire de la psychiatrie. Mais là, c'est une généalogie particulière. Alors, dans ces considérations-là, il faut remettre au cœur de la réflexion, c'est la question du sujet. Justement, la question du sujet. Mais ça serait un peu prétentieux ici de faire une généalogie du sujet, ça serait complètement démentiel. Moi, je me contenterais de tracer une longue ligne généalogique qui, pour moi, va... je m'appuie beaucoup sur l'herméneutique du sujet de Foucault, qui va d'une sorte de première matrice de ce qu'on a pu appeler la matrice stoïcienne, quoi, hein, la matrice... du souci d'une certaine forme de souci de soi, hein, d'attention à ce que est en soi-même, hein, connais-toi toi-même, cette première matrice qui, à mon avis, se prolonge dans la matrice de l'ecclésia chrétienne. C'est là on rentre dans une autre configuration, notre manière de subjectiver les sujets, qui est donc qui passe très fortement par la question de l'aveu. On a le moment dans lequel s'institue l'autonomie à niveau de la pensée et à niveau des pratiques de pouvoir, s'institue l'idée d'un sujet autonome, une logique d'autonomie comme fondation du sujet, au mépris de toute la question qui m'intéresse moi, des interdépendances qui font exister les manières d'être.
Et puis ensuite, bon, on rentre dans la logique libérale, l'individu est autonome, enfin, une sorte de synthèse bizarre, non? Individu autonome, individu compétent, individu... Et là, on rentre dans une phase nouvelle, la dernière, tout ça, bon, c'est tellement sommaire, bon, et on rentre dans une phase terminale, qui est aussi celle d'une certaine implosion de la modernité, l'idée même de la modernité, qui est celle de l'individu libéral fasciste. Moi, je l'appelle comme ça. L'individu libéral fasciste, c'est-à-dire un régime de surexposition de soi, qui peut se brancher sur des logiques identitaires très fortes, qui est inséparable du monde des réseaux, qui est inséparable de cette sorte de connexionnisme fou dans lequel on reconstitue une sorte de masse d'atomisés. Et ça redéfinit une autre manière de penser les sujets. Bon, il y a cette sorte de parenthèse française qui a été les surinvestissements de l'idée des sujets par la psychanalyse française, qui est venue pour moi à prolonger la lignée un peu catholique, chrétienne, hein, qui passe par une sorte d'injonction à l'affliction, un souci de soi hypertrophié, à une sorte de phobie de tout ce qui viendrait faire intrusion à soi-même, hein, une sorte de modalité de séparation avec les mondes, quoi, de désanimation, quoi, cette logique d'affliction, et qui vient aussi instituer une sorte d'être préoccupé. On est toujours déjà occupé à quoi essentiellement? À penser à soi-même. Bon, là, c'est une parenthèse, mais je trouve tout ça, on le retrouve dans cette lignée-là, à mon sens. Aujourd'hui, on est dans un mode d'exposition de soi qui est à proprement parler monstrueux, quoi, qui passe par une logique et des prédations et des proies. Hein, donc, les réseaux sociaux exemplifient ça très bien. On est prédateur et proie en même temps. On est exposé, donc on peut s'en prendre plein la gueule, et en même temps, on passe notre temps à essayer de capturer de l'attention pour faire exister quelque chose. Alors c'est quelque chose-là, c'est quoi? C'est essentiellement quelque chose de très imagé, quoi. Hein, c'est une image de soi. Alors qu'est-ce que c'est l'expérience qu'il y a derrière, hein? C'est quoi l'intériorité que ça fabrique? Ça en fabrique aussi certainement. Je pense que ça fabrique des intériorités très pathologiques, mais bon, ça... Voilà, bon, donc cette idée d'institution du sujet, pour moi, c'est une manière de penser, des manières d'affirmer la question des modes d'existence, quoi. Donc si je dois revenir à la question de l'autonomie, bon, pour moi l'idée d'autonomie d'un sujet autonome, elle est immédiatement associée à l'idée d'une manière de faire exister l'humain qui a été le prétexte d'une sorte d'universalisme, qui a été le prétexte d'une logique d'ubiquité, c'est-à-dire qu'un être sujet peut exister partout, indifféremment des lieux de son existence. Et ça, c'est pour moi la ligne fatale, maladive, pathologique d'une conception de la modernité. C'est la logique de détachement, c'est la logique de négliger les interdépendances, c'est la logique de détruire les formes des communautés. Et c'est la logique d'asphyxier l'expérience de rencontre avec des hétérogènes, avec des êtres autres, avec ce qui fait différer, avec ce qui fabrique des zones de l'expérience qui sont indissociables de celles des expériences des autres, quoi. Ce qui est pour moi une manière de définir la communauté. Mais je parlerai aussi de ma manière de tenter de penser la question de la communauté. La communauté, évidemment, elle n'est pas identité. La communauté, elle est rencontre entre des différences. Toute forme de communauté qui se prétend et qui prétend avoir une identité, elle finira par être asphyxiée. Et ça, hélas, on le voit dans tout un tas d'expériences politiques, en premier lieu, et on les voit dans tout un tas d'expériences aussi religieuses qui, pour autant, me touchent beaucoup aussi. Bon, là encore, c'est très molaire, quoi. Communisme, il n'y a pas un communisme. Moi, je pars plutôt de principe que le communisme ne peut se définir que par des pratiques de communisation. Bon, donc qui dit pratique de communisation, ça veut dire aussi tissage. C'est la trame des expériences qui font coexister des manières, là encore, des modes d'existence qui se rencontrent ou ne se rencontrent pas. Parce que parfois, il faut s'exclure d'autres modes d'existence et ne pas faire intrusion sous peine de ravage. Ça, c'est quelque chose que nous a appris l'entreprise forcenée de colonisation du monde, n'est-ce pas? Bon, donc, communauté contre société, au sens où société, État, ils sont indissolublement liés.
Il n'y a pas de société sans État. Il n'y a pas d'État sans société. Il n'y a pas d'État sans sujet de l'État. Et il n'y a pas de sujet de l'État sans que l'État vienne instituer ce qui est être le sujet qui est compatible avec ces modes ces opérations d'intégration dans le corps social. Bon, donc communisme contre société, au sens où la question de la communauté ne se réduit pas aux seuls humains. C'est quelque chose qui, heureusement, nous a appris les tournants ontologiques. Et c'est dont le succès, me semble, à juste titre mérité. C'est que considérer l'expérience qui fait communauté, moi, j'aime pas les communs parce que ça a été très réifié comme une sorte de signifiant politique, justement. Bon, ben, ce qui fait tissage de la communauté est indissociable des hétérogénéités, là encore, quoi, de comment on fait exister une expérience qui ne peut avoir lieu qu'en faisant exister autre chose qui me fait en retour exister. Bon, c'est un concept qu'on retrouve chez Souriau, qu'un ami Renaud Selim m'a rappelé dans un texte très beau qu'il a écrit sur les concepts d'abaliété, les concepts d'abaliété, c'est-à-dire en contraste avec l'acéité, l'être autocréé, ce qui pourrait caractériser divin, et la baliété, c'est un être qui, pour exister, a besoin d'autres êtres qui les font exister. Et moi, je trouve que ça, c'est au cœur un peu de ce qui est en train de nous tomber sur la tête, quoi. Est-ce qu'on est en mesure de prêter attention à ce qui nous fait exister de telle sorte que la communauté s'étisse? C'est dans ce sens-là que je fais un contraste que je veux radicaliser entre communisme au sens des pratiques de communisation et société, qui est une sorte d'ordonnancement des places, d'identité, d'assignation, une sorte de productivité, de reproduction de cet ordonnancement qui est parfaitement compatible donc avec l'entreprise de l'État, qui, à son tour, s'est noué avec l'entreprise de valorisation capitaliste, etc. etc. Voilà, donc ces contrastes-là, j'ai envie de les maintenir et de les radicaliser. Après, on sait très bien comment le communisme est devenu le signifiant d'une entreprise étatique, d'une sorte de nouvelle économie administrée, etc., etc. Mais la question du communisme, si on la ramène au processus d'émergence du transindividuel, si on veut, ou de forme de co-individuation, la communauté, dans ce sens-là, elle est parfaitement antisociale, quoi. Des psychiatres, des gens qui représentent la psyché, quoi. C'est quand même drôle comme truc, quoi. Il y a des représentants de la psyché, quoi, des processus de formation de la psyché, quoi. Et bon, ça c'est une histoire quand même très singulière de l'Occident, quoi. Donc la question de l'animation, oui, la question de l'animation, c'est la question des processus de co-animation. C'est comment, comme dit la Poujade, comment une existence s'agrandit, s'intensifie au contact avec d'autres âmes, comment on dote d'âmes toute une série d'êtres qui sont censés ne pas en avoir. Et c'est là où on retombe à nouveau sur les gros contrastes un peu molaires, société-communauté. C'est la société qui elle-même s'est complètement nouée avec la machine de valorisation économique capitaliste, est un processus, bon, là, une sorte de guerre entre animismes, quoi. On pourrait dire que la marchandise aussi, c'est une forme d'animation. On anime des objets qui attirent l'intérêt, qui sont capables de cristalliser une attention folle, qui fabriquent des liens extrêmement intenses. Donc, il y a une sorte de guerre entre animismes. L'animisme de la marchandise, bon, ça c'est un vieux thème marxiste d'une certaine manière, le fétichisme de la marchandise, et puis les formes d'animation qui sont, elles, dépendantes des processus de co-animation. Et là, on re-rentre dans la question de la communauté. Il n'y a pas de communauté sans des processus de co-animation. Et il n'y a pas de processus de co-animation, il n'y a pas d'âmes qui rencontrent d'autres d'âmes, sont des milieux associés à cette rencontre-là. Et là, on rentrera encore de notre histoire. Là, c'est une histoire, là, celle de la destruction des milieux, qui rendent possible des processus de co-animation. Et l'entreprise sociale, c'est avant tout une entreprise de démolition des milieux pour en finir avec les communautés. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y avait pas des communautés
des communautés ouvrières, qu'il n'y avait pas des communautés paysannes, qui étaient en même temps des classes, enfin bref. Mais moi, ce qui m'importe, c'est ce qu'il y avait de l'ordre de la communauté ouvrière. Moi, j'en viens. Non pas en tant que classe, non pas en tant qu'identité des classes, mais en tant que forme où s'est tissée une expérience commune qui avait aussi à voir avec un adversaire, avec une adversité, et donc qui avait aussi à voir avec les conflits, et avec la lutte, avec des formes de résistance ou de défection ou de désertion, etc., etc. Pareil, fin du monde, il faudrait plutôt parler de fin des mondes. C'est à quoi nous assistons, c'est à la fin de la multiplicité des mondes. Alors même qu'on a l'impression que ce qui venait ordonnancer un monde commun est en train d'être démoli par les néolibéralismes, ce qui n'est pas faux d'ailleurs, ce qui est vrai. Mais enfin, c'est à quoi nous assistons, et c'est l'écrit qui émerge de plein d'endroits dans lesquels des gens tiennent un peu, tiennent à se rapporter à des modes d'existence autres. C'est l'écrit qui émerge dans plein de formes d'enquête, de recherche qui, moi, me nourrissent. Hein. C'est plutôt donc la fin de la multiplicité des mondes. Quoi. L'idée qu'il peut y avoir un monde qui est composé de plein de mondes. Quoi. C'est un peu à partir de cette ligne-là qu'on peut reconvoquer la question anarchique. Quoi. Alors, anarchisme, c'est compliqué parce qu'il y a une histoire très socialisée de l'anarchisme, l'histoire de l'anarchisme historique. Bon, je ne veux pas la retracer ici, je ne sais pas si on serait capable de le faire avec toute l'érudition que ça demanderait, quoi. Mais disons qu'il y a un moment donné dans lequel il y a un clivage très fort, quoi. Hein, un clivage très fort dans lequel s'établit un schisme entre ce qui serait lors d'un projet révolutionnaire socialisant et ce qui serait de forme anarchique, c'est-à-dire qui refuse les fondements, qui refuse une logique de commencement, qui refuse une logique des principes, qui refuse donc une logique de commencement qui justifie le commandement. Le commandement, il est là pour préserver les commencements. Et ça depuis l'idée d'Arché. Dans sa naissance, y compris dans ses différentes variantes, qui retrace par exemple Rancière dans un texte très court, qui est l'arché par la filiation, hein, les droits de gouverner par les droits de naissance, l'arché qu'on retrouve dans les démos, dans la police, dans l'assemblée, hein, où il y a des représentants qui deviennent compétents et qui ont droit à gouverner les incompétents. Et puis, une autre arché qui est celle, sans histoire, qui est l'arché de l'homo economicus, qui est les droits qui octroient la richesse. Quoi. Bon, pour faire très brutalement une synthèse de ces textes de Jacques Rancière. Quoi. Bon, donc, anarchisme, si on doit le faire résonner avec ce qu'on a dit à l'instant sur la question du communisme, c'est ce refus de principe premier. C'est ce refus qu'il y a un commencement qui installe une ligne du temps, une sorte de théologie, une sorte de logique évolutionniste de l'histoire, une sorte d'enchaînement des causes-effets qui nous conduit vers, y compris les projets révolutionnaires, qui les conduisent vers une sorte de vectorisation du futur, vers un futur qui est déjà écrit par les présents et par les passés. Et dans l'anarchisme, ce que je trouve intéressant, et on l'a vu, je crois, hein, dans les expériences d'intrusion anarchiste dans la Catalogne, bien sûr en 1936, mais c'était déjà un peu la fin d'une certaine manière. Il y a une sorte de bolchevisation de l'anarchisme en Catalogne pendant la guerre civile, mais plutôt avant, quoi. Il y avait des sortes de faisceaux, des lignes qui étaient disparates, qui étaient pas subsumées dans une seule ligne de progrès, d'un projet y compris révolutionnaire, qui étaient tout un tas de formes communalistes, qui étaient tout un tas de formes qui étaient inséparables du milieu de vie, simplement, que ce soit aussi bien dans les villages que dans les quartiers de Barcelone, par exemple. Anarchisme, dans ce sens, pour moi, c'est aussi pouvoir revendiquer une pluralité des temps. Et ça, on le retrouve, je trouve, d'une façon très splendide chez Landauer, hein,
Landauer qui avait un grand intérêt pour les formes communales du Moyen-Âge, qui était très marqué par l'émergence, l'exil du romantisme, l'expérience de l'exil que le romantisme allemand avait fait exister, qui s'est intéressé à Aimé Ricard, qui s'est intéressé au judaïsme, mais non pas du point de vue d'un projet potentiel sioniste, mais plutôt comme communauté par les retraits, au sens où cette idée des communautés par les retraits, c'était pas, d'ailleurs, on l'avait expérimenté aussi, hein, mais c'était pas simplement partir en collectivité alternative, et il l'avait fait aussi, mais c'était plutôt communauté par les retraits parce que il fallait retrouver l'expérience intérieure qui permettait, justement, là on est dans la question des âmes, qu'il y ait des circulations entre les âmes. Et c'était cette communauté par la retraite qui était littéralement une manière de s'arracher à une pensée révolutionnaire surdéterminée par des causes-effets. Il était anti-bolchevique jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'il a été assassiné par les corps francs. Quelques mois après, Rosa Luxembourg. Chez Landauer, on trouve cette version qui me touche moins beaucoup de l'anarchisme, qui est un peu panpsychiste. Oh, il faudra couper ça. Une version, disons, bon, voilà, quoi, sans en faire un truc avant la lettre New Age, qui est spiritualiste dans ce sens-là, quoi. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est se rapporter à des êtres de nature. C'était quelque chose qui l'importait beaucoup. Il y a dans un certain, dans des lignées anarchistes, on le trouve, c'est reclus, on le trouve chez Kropotkin. C'est pas par hasard que c'était des géographes, des éthologues, des ethnographes. Ils avaient fait des enquêtes très disparates sur des mondes autres. Hein. On retrouve ces anarchismes-là une sorte de pré-écologie, quoi, d'une certaine manière. Une sorte de souci sur qu'est-ce que c'est des milieux de vie qui permettent de faire sécession et qui permettent de s'arracher à la tyrannie du social. Et c'est dans ces contextes-là que, pour moi, la redéfinition d'un anarchisme qui puisse sortir son référencement au social, ça a du sens. Et qu'il me semble que si l'anarchisme, qui est l'hypothèse aujourd'hui, la seule hypothèse qui me semble vivante dans les effondrements en cours, il me semble que s'il doit être réactualisé, ne le pourra qu'à partir de cette attention à des milieux de vie, à des êtres autres qu'humains, à des hétérogénéités qui font monde. À partir de quel moment un projet d'émancipation il prend en charge d'affirmer la prééminence du monde, des mondes qu'il faut faire exister contre la totalisation du monde à laquelle prétend aujourd'hui une sorte de gouvernementalité complètement pathologique qui est en train de nous enfoncer dans les chaos de l'existentialisme libéral les plus crasses. Bon, là, il y a quelque chose d'expérientiel. Hein. C'est d'une part, j'ai assisté à trop de scènes du politique qui m'ont montré à quel point elles ne savent pas s'empêcher, fatalité, de retomber dans des logiques de représentation. À chaque fois, je retrouve que la logique de la représentation s'infiltre, y compris dans les espaces, ce qu'on appelle l'autonomie politique. Qu'à chaque fois, on retombe, donc, quand je dis représentation, c'est qu'à un moment donné, on prétend représenter les autres. Hein. On prétend représenter les autres, les subalternes, les dominés, etc. etc. Bon, pourquoi pas, hein, la logique des délégations, t'es mandaté, bon, ça c'est une autre histoire que la logique de la représentation. La logique de la représentation, c'est quasiment un processus ontologique, quoi. C'est-à-dire, dans ma manière d'être, je vais représenter d'autres êtres qui sont censés avoir une identité qui est commune. Bon, ayant vécu expérientiellement tant de catastrophes dans cette logique-là, dans cette matrice-là, bon, si on fait une généalogie, d'autres l'ont faite, comme c'est par Étienne Marcel, lorsqu'il va voir un peu ce qui se passe dans la police grecque, quoi, et comment elle s'effondre sur une logique de prédation qui accompagne celle de la représentation. Hein, c'est ceux qui prétendent représenter les autres, quoi. Je retrouvais aussi ça dans l'anarchisme historique, à Saint-Imier. La phrase, en gros, qui caractérise ces moments-là, après la Commune de Paris, au moment de la scission avec la Première Internationale, c'est mener une guerre à la politique. Et tout le retrouve dans les discours
anarchistes catalans. C'était des adversaires de la politique. Alors, on peut toujours me dire non, mais ça, c'est pas la politique, c'est des formes de police, etc., etc. Bon, moi, je trouve que ça, la politique, le politique, je trouve que ça n'en vaut pas la peine d'en faire la distinction. Il me semble qu'il y a quelque chose de l'ordre d'une terrible fatalité. À chaque fois qu'on organise quelque chose dans lequel on prétend représenter d'autres êtres humains, à chaque fois qu'on a besoin de refonder des identités, à chaque fois qu'on a besoin d'assigner une place à partir de laquelle s'instaure un conflit avec l'ennemi, mais place qui est déterminée par l'ennemi lui-même, à chaque fois, on se retrouve dans une sorte d'assèchement de l'expérience et des formes naissantes des communautés. Moi, il y a un moment qui m'avait marqué dans la lecture d'un livre que j'estime beaucoup, de Muriel Combe, qui s'appelle La vie inséparée. C'est lorsqu'à partir de Foucault, elle répond à la question de l'agonisme et de l'antagonisme. Donc, je résume là, c'est beaucoup plus joliment écrit, quoi, mais en gros, on pourrait dire que l'antagonisme, tu es défini par l'ennemi. C'est ton rapport à l'ennemi qui te définit en retour. L'antagonisme. Dans l'agonisme, c'est plutôt la singularité qui est première. Mais ça, on l'a retrouvé déjà à nos amis. C'est l'affirmation qui est première. C'est-à-dire, c'est par l'affirmation de modalités singularisation, de réappropriation de l'expérience, qu'un rapport inévitable s'instaure à l'ennemi. Donc un rapport de conflit qui peut être irréductible. Et dans ce sens-là, je pense qu'on n'a même pas besoin de convoquer la politique. Dans ce sens, je pense qu'on peut penser la question de l'organisation, on peut penser la question de comment on transmet, la question de la transmission, de l'expérience, comment on sédimente, comment on réactive des héritages, comment on fait exister des fantômes de l'histoire, comment on les refait vivre dans nos histoires d'aujourd'hui. Et donc, dans cette logique-là, de refus du politique, émerge une nouvelle manière de penser des figures du partisan. Pour ça, à un moment donné, je l'ai dit dans ces derniers livres, mais je le disais déjà dans un premier livre que j'avais écrit, dans un sens, les nouveaux partisans, c'est les partisans des multiplicités. Alors, on peut dire que c'est un oxymore, partisan et multiplicité. Bon, il faut se tenir, je pense, dans cette sorte de paradoxe, quoi, qui fait que on est partisan de la multiplicité, on n'est pas partisan pour fonder un parti qui lui-même instituerait une identité à partir de laquelle les partis se justifient, quoi. Et avec donc un projet qui inévitablement sera un projet qui tracera une ligne de temps. Une ligne de temps. Voilà en quoi, bon, d'une façon très brève, j'ai essayé un peu de réfléchir à partir de quelque chose de très expérientiel, quoi, un refus du politique comme la possibilité de réinstaurer à nouveau, de fabriquer, de construire des rapports à l'ennemi qui soient nourris d'abord par des expériences affirmatives qui font exister quoi? Eh bien la communauté, des formes des communautés. Communauté, il n'y a pas de vérification dans l'idée de communauté. Une communauté, ça peut être des gestes éphémères qui font exister une communauté. La communauté, vous pouvez la faire exister dans une institution la plus disciplinaire. À un moment donné, vous brisez, vous installez une faille à partir de laquelle des gestes de communisation émergent, y compris dans une institution comme la psychiatrie. Tout ça, ça suppose un peu voir comment, je l'ai dit tout au début, comment cette institution qui assigner des places à des sujets de séparation, de hiérarchie, etc., elle a été construite. Comment on déjoue des pièges, comment on opère des déplacements, comment on opère des écarts. Communauté, ça ne veut pas dire la communauté idéale qui fait qu'on peut s'y référer comme quelque chose d'exemplaire, quoi. Ça, c'est cette question de la croyance. Bon, pour moi, elle est très nourrie par deux choses. Une, par des souvenirs un peu enfantins. C'est-à-dire, moi, j'étais assigné un statut de lumpenprolétaire en Espagne. J'ai commencé à bosser très tôt, bon, ce qui n'était pas rare à l'époque, dans les classes populaires espagnoles. Quoi. À 14 ans, on soit dans des ateliers
bon, c'est 9 heures par jour, quoi. Bon, voilà, bon, c'est cette expérience-là dans laquelle l'assignation à mon identité sociale, elle était déjà posée. Et puis après, bon, il fallait s'inscrire dans des projets de vie qui étaient plus ou moins quadrillés par l'État, inscrits dans les coordonnées de l'économie. Et puis voilà, tu voulais faire ton bac et devenir universitaire, je sais pas quoi. Et puis après, à la fin, écrire 3 livres. Bon, bon voilà. Donc, bon, et cette expérience enfantine, c'était quoi? C'est avec ça que j'ouvre ces livres-là. C'est une sorte d'expérience, des fragments du monde, quoi. Moi, je venais du bled, je venais d'un village, et au-delà de déjà cette programmatique qui m'est surdéterminée, il y avait l'expérience sensible d'habiter dans un village. Il y a des chemins dans un village, il y a des montagnes, il y a des chiens, il y a des arbres, il y a tout un tas de choses, il y a des sociabilités entre les enfants, il y a des sociabilités avec les gens du village qui eux-mêmes sont inscrits dans des histoires, des héritages. Il y a l'héritage de la guerre civile dans les villages où j'habitais. Il y avait des conflits. Il y avait tout un univers qui était peuplé des fantômes. Hein. Bon, voilà, tout ça. Donc quand je parle des croyances, c'est comment moi je pense que j'ai pu, là, bon, un peu personnel, mais enfin, c'est difficile de ne pas l'évoquer, comment j'ai pu un peu sortir de cet isolement qui faisait que voilà, tu étais un prolétaire, destiné à être un prolétaire, ou alors t'inscrire dans une devenir classe moyenne, etc., sans être complètement, allez, utilisons un mot un peu galvaudé, aliéné par le parcours, quoi, hein, les parcours, comment les faire? Bah, pour moi, c'était de me rappeler que quand j'étais enfant, le monde m'appelait. Le monde t'appelle. Hein. Il y a quelque chose des appels du monde que tu accueilles ou tu n'accueilles pas. Ce qui présuppose, et c'est une expérience pour moi éminemment enfantine, c'est que tu crois au monde. Je pense que les enfants, ils croient au monde. Ils croient au monde qui leur est aussi rendu présent par ceux qui les entourent, les adultes, etc. Il y a quelque chose d'une croyance première, hein, qui est quelque chose de l'ordre d'une sorte de vitalisme que j'appellerais un peu, non pas fondateur, mais un vitalisme qui est lié à la question des existences, quoi, qui est là. Et puis bon, ça a été un peu... après, moi j'ai fait la rencontre par des amis philosophes, avec la pensée de William James, qui était très importante pour moi, quoi. Il y a un très beau texte, c'est la volonté de croire. Bon, il y a un moment très, très beau, quoi, dans la volonté de croire. Il dit, on peut choisir les scepticismes, on peut choisir la croyance. Avec les scepticismes, on peut être toujours sûr qu'on va gagner. Puisque on présupposait qu'il y avait du faux. Et ça peut être confirmé, on a gagné. Avec la croyance, tu n'es sûr de rien. C'est-à-dire, tu présupposes que quelque chose t'appelle. Et peut-être que ça ne va pas t'appeler. Et tu as pris les risques. Avec la croyance, il y a du risque. Avec le scepticisme, il y a la certitude. Et moi, j'aime bien cette position qui est pour moi un peu spiritualiste dans un sens. C'est l'image, hein, c'est l'image de l'alpiniste qui se trouve avec un abîme. Ça a été cité maintes fois, hein, c'est William James, l'alpiniste devant l'abîme. Il ne peut pas faire marche arrière, parce qu'il n'y a plus de possibilité de regrimper. Et il ne peut que sauter. Alors, est-ce qu'il saute ou il ne saute pas? Il sautera lorsque il fera confiance, il va croire que la paroi de l'abîme en face veut bien l'accueillir. Et quand tu sautes, bah, tu espères que cet autre côté de l'abîme t'appelle et va te permettre d'avoir prise. Il y a quelque chose de cet ordre-là, pour moi, dans la question de la croyance qui est inséparable de celle de la confiance, quoi.